Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter nos conseils pratiques pour la conformité RGPD de vos activités de démarchage téléphonique. Je suis Nicolas Ringot, consultant RGPD pour BeMind, cabinet de conseil en gestion de projet et partenaire de vos transitions réglementaires, technologiques et métiers. Le démarchage téléphonique est un sujet qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines. Le feu aux poudres a été mis par l'UFC Que Choisir, qui a révélé que près de 3 Français sur 4 sont démarchés au moins une fois par semaine sur leur téléphone portable. Et cela alors qu'il s'agit d'une pratique qui est désormais interdite. Il faut rappeler que la Commission nationale de l'informatique et des libertés avait fait de la prospection commerciale sa première thématique de contrôle en 2022. On peut donc constater aujourd'hui un double contrôle de conformité. D'une part, au titre de la protection des données personnelles, car le numéro de téléphone en est une, et d'autre part, au titre de la protection des consommateurs, par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Comme vous pouvez le voir, la CNIL et la DGCCRF infligent régulièrement des sanctions, et la dernière en date est l'amende de 600 000 euros qui a été infligée à l'encontre de Canal+. Alors, comment éviter d'être à votre tour sanctionné? Comment vous mettre en conformité et par quoi commencer? C'est ce que nous allons voir ensemble. En matière de démarchage téléphonique, il y a 3 sujets dont il faut contrôler la conformité. Tout d'abord, la collecte des données des prospects, ensuite le démarchage téléphonique en tant que tel, et enfin l'enregistrement des appels. Commençons avec la collecte des données des prospects. Celle-ci peut se faire de 3 manières. Soit le prospecteur procède lui-même à la collecte en s'adressant au prospect, soit il fait appel à un courtier en données qui va recueillir directement les données auprès des prospects, soit la collecte est effectuée de façon indirecte en s'adressant à un tiers qui détient légalement les données. Première situation, avec le prospecteur qui collecte directement les données auprès des prospects. Ici, on va fournir aux prospects une information complète qui leur explique que l'on va utiliser leurs données afin de les démarcher par téléphone et qu'ils ont la possibilité de s'y opposer. Ensuite, on va leur fournir un moyen de s'opposer au démarchage, par exemple avec un formulaire contenant une case à cocher. Et enfin, on va conserver ces documents pour prouver qu'on les a bien informés et qu'on leur a permis de s'opposer au démarchage. Voici un exemple de dispositif de recueil d'opposition que l'on peut aussi bien appliquer sur un formulaire papier que numérique. Ici, on applique le principe de l'opt-out, c'est-à-dire que tant que le prospect n'a pas manifesté son opposition au démarchage téléphonique, alors on est en droit de le démarcher. Deuxième situation à présent, celle où l'on charge un courtier de réaliser la collecte des données auprès des prospects. On est ici dans une relation de sous-traitance. C'est pourquoi on va conclure un contrat qui va fixer les modalités de traitement des données ainsi que les obligations du courtier. Parmi ces obligations, le courtier doit fournir une information complète au prospect, mais également un moyen de s'opposer au démarchage, et il doit aussi conserver les preuves de ces éléments. De son côté, le prospecteur doit régulièrement auditer le courtier pour s'assurer qu'il effectue correctement ses obligations. Sachez que c'est sur l'ensemble de ces points que Canal+ a été sanctionné, donc il ne faut surtout pas les négliger. Voici un exemple d'information exhaustive que le courtier peut fournir au prospect. Ce qu'il est important d'indiquer ici, ce sont les destinataires des données et les moyens de les contacter, car ce sont eux, c'est-à-dire les prospecteurs, qui ont la responsabilité juridique du traitement, tandis que le courtier, lui, a la qualité de sous-traitant au sens du RGPD. La troisième possibilité est de réutiliser les données sans les avoir collectées directement auprès des prospects. Pour rappel, la CNIL interdit de réutiliser les données qui sont publiquement accessibles sur Internet à des fins de démarchage commercial. On va donc dans un premier temps s'adresser au détenteur de la base de données pour conclure une licence de réutilisation de celle-ci. Ensuite, on utilise la plateforme Blocktel pour s'assurer que les données cédées ne sont pas inscrites sur la liste d'opposition. À savoir que Blocktel, c'est la liste nationale d'opposition au démarchage téléphonique, sur laquelle les consommateurs s'inscrivent gratuitement afin de ne plus être démarchés pendant 3 ans. Pour un exemple de réutilisation licite des données à des fins de démarchage, on a celui des pages jaunes. On doit d'abord conclure une licence de réutilisation des données avec la société Marketing Connect, ce qui lui permettra ensuite de nous transmettre une base de données prospect qu'elle aura préalablement obtenue auprès des pages jaunes. Une fois que l'on a collecté les données de nos prospects, on passe à l'étape du démarchage téléphonique en tant que tel. On va appeler nos prospects uniquement du lundi au vendredi hors jour férié, sur les plages de 10 à 13 heures et de 14 à 20 heures. On démarche le même numéro au maximum 4 fois par mois.
On applique un délai de 60 jours avant de recontacter un prospect qui a refusé la proposition commerciale. À noter que dans ce cas, le refus du prospect ne vaut pas opposition au démarchage. Son refus signifie seulement qu'il n'est pas intéressé par l'offre qui lui est proposée. On ne démarche pas les numéros de téléphone portable, c'est-à-dire ceux qui commencent par 06 ou 07, et on démarche uniquement les prospects qui ne sont pas inscrits sur la liste Blocktel. Notons enfin que l'inscription à Blocktel n'empêche pas une entreprise de démarcher ses propres clients, à condition, dans ce cas, que le produit ou le service proposé soit en rapport avec leur contrat. Troisième et dernier sujet dont il faut contrôler la conformité, il s'agit de l'enregistrement des appels pendant le démarchage. Tout d'abord, les appels ne peuvent être enregistrés que s'ils poursuivent des finalités prévues par la loi, c'est-à-dire former et évaluer le personnel du prospecteur, contrôler les performances et ou la qualité de ses services, et collecter la preuve de la conclusion d'un contrat. À noter que pour ce dernier cas, les prospects ne peuvent pas s'opposer à l'enregistrement. Ensuite, on met en place un dispositif d'enregistrement manuel afin que le téléprospecteur n'enregistre que les passages nécessaires de la conversation. Enfin, on informe à l'oral le prospect de l'enregistrement et on lui propose de s'y opposer. Notons le cas particulier du secteur financier et de l'assurance, c'est-à-dire que les prestataires de services d'investissement et les distributeurs d'assurance sont tenus d'une obligation légale d'enregistrer les conversations téléphoniques en rapport avec leurs activités de transaction et de démarchage commercial. Voici un exemple de dispositif d'information intégré à un script d'appel. Dans le cas où le prospect accepterait la proposition commerciale, le téléprospecteur doit l'avertir qu'il va procéder à l'enregistrement de la conversation pour prouver la conclusion du contrat et que le prospect dispose d'un droit d'accès sur cet enregistrement. En cas de transmission à l'oral du numéro de carte bancaire, le téléprospecteur doit suspendre l'enregistrement car il s'agit d'une information sensible qui ne doit pas être ébruitée. Et pour conclure, on veille à adopter de bonnes pratiques de sécurité tout au long des 3 étapes. En ce qui concerne le fichier contenant les données des prospects, il doit être utilisé par les téléprospecteurs et conservé pour une durée maximale de 3 ans à compter de la date de leur collecte. Le formulaire de non-opposition, quant à lui, doit être conservé pendant 3 ans maximum par le service juridique lorsque celui-ci existe. Et enfin, l'enregistrement téléphonique utilisé à des fins de preuve du contrat doit être conservé pendant la durée du contrat, puis archivé pendant 5 ans. De plus, on veille à lui appliquer des mesures de sécurité spécifiques, telles que le chiffrement des données, afin de garantir leur confidentialité. À présent, c'est le moment pour vous de vérifier vos pratiques de conformité en vous posant les bonnes questions. Collectez-vous les données de manière conforme, c'est-à-dire en fournissant une information complète et en recueillant l'opposition de vos prospects? Contrôlez-vous la conformité de vos courtiers en données? Vérifiez-vous systématiquement la liste Blocktel et respectez-vous les modalités d'appel? Mais encore, est-ce que vous informez vos prospects que l'appel est enregistré et qu'ils ont la possibilité de s'y opposer? À l'issue de ces investigations, vous serez en capacité de faire une première évaluation de votre conformité. Et si vous avez besoin de conseils supplémentaires, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn pour vous tenir informé de nos actualités et de nos prochains webinaires. À bientôt!